Bienvenue au podcast Chanter ma vie, le podcast qui vous plongera au cœur de l'art de chanter. On va parler de techniques vocales, de trucs de pro et de tout ce qui entoure cet univers fascinant. Que vous soyez un chanteur passionné, un curieux de l'art vocal ou simplement quelqu'un qui cherche à découvrir l'envers du décor de la vie des chanteuses et des chanteurs, ce podcast est pour vous. Bonne écoute! Bienvenue au podcast Chanter ma vie. Mon nom est Vérona et ce podcast, eh bien, je reçois des invités, des artistes, des chanteurs, des auteurs aussi qui écrivent des chansons. Mais avant de vous présenter mon invité du jour, j'ai nouvellement un commanditaire, en fait, un partenariat avec la meilleure école de production musicale au Québec. Ils sont spécialisés pour donner des cours en français si tu veux apprendre à enregistrer, apprendre à faire ils ont même des cours de DJing, des cours de mix. Ils ont tout ce que tu as besoin, théorie musicale. Et c'est la station Clip, donc c'est à Montréal, mais ils donnent aussi des cours en ligne si c'est trop loin. Et j'ai un code promo, 15% de rabais. On aime ça, les rabais. Donc, Vérona 15. Donc, je vais vous mettre toutes les informations en bio, en description de ce podcast-là. Mais pour vrai, moi, j'ai fait 2 formations là et ça a changé ma vie. J'ai écrit une de mes meilleures chansons à la fin d'un de leurs programmes. Puis c'est pas des jokes. Donc, c'est vraiment une ambiance incroyable. Moi, je suis l'ambassadrice numéro 1. Là, je suis leur number 1 fan. Donc, la station Clip à Montréal et votre code promo Vérona 15 pour n'importe quel cours en groupe. OK? Donc, voilà, c'est parti. Le podcast, on part. Alors, mon invité aujourd'hui, je suis vraiment, vraiment contente qu'il ait accepté mon invitation. C'est un artiste, un interprète, mais surtout un parolier, un auteur pour plein de vedettes que vous connaissez, plein de vedettes québécoises. Il a écrit des chansons. J'écoutais ça tantôt. Je suis comme, mais non, c'est pas lui qui a écrit ça. Mais non, ça se peut pas. Donc, j'invite à venir. Alors, c'est un podcast en ligne, donc on va faire un gros montage vidéo. Frédéric Barraud! Allô, Vérona! Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis super content aussi de passer ce moment avec toi et puis avec tes auditeurs. Oui, merci. Pour vrai, ça va vraiment... Je sais que ça va être un épisode tellement riche, je le sais déjà, puis ça va intéresser beaucoup de mon audience parce que la majorité, c'est des chanteurs émergents, des chanteurs indépendants, puis qui commencent à écrire, qui aimeraient ça éventuellement écrire leurs chansons ou comprendre un peu plus cet aspect de la carrière pour pouvoir chanter. Bien évidemment. Alors, OK, tu m'as envoyé ta bio ce matin, puis je la lisais, je suis comme wow, elle est tellement bien écrite, j'ai pas envie de lire autre chose, donc je la lis, OK? On y va. Donc, Frédéric Barraud, parolier actif depuis 2002, a participé à ce jour à plus de 90 albums de tous les horizons musicaux pour un total de 3,5 millions de copies vendues dans toute la francophonie. Déjà, là, la première phrase, j'étais comme wow, incroyable. Parmi les artistes avec qui il a collaboré, citons entre autres Ginette Renault, Céline Dion, Lara Fabian, Petula Clark, Roch Voisine, Bruno Pelletier, Marc Dupré, Luce Dufault, Mario Pelchat, Isabelle Boulay, Garou, Catherine Major, Alexandre Desilets, René Martel, Corey Hart, Véronique Dicker, Rick Allison, sans oublier le maestro français Ivan Cassar, qui a travaillé, j'imagine, avec Mylène Farmer, Johnny Hallyday, Vangelis Aznavour, Goldman, etc. Wow! C'est vraiment, vraiment très impressionnant. En parallèle de moi, je lis la bio, puis je fais des petits commentaires. Donc, en parallèle de ta carrière de parolier, tu as sorti un premier album à titre d'auteur-compositeur-interprète en 2008 qui s'appelle Territoire Nord, réalisé par Marc-Jérôme Minière et Lucie Cochon, et d'un EP en 2016 qui s'appelle La moitié de l'autre, réalisé par Sylvain Michel. Donc, c'est ça, tu as vraiment l'aspect parolier pour plein d'artistes, mais aussi tes projets à toi. Donc, ça, c'est vraiment, vraiment cool. Alors, je continue la bio. Sa passion des mots et son désir de la transmettre aux autres l'ont amené à donner des ateliers d'écriture un peu partout au Canada à travers le réseau national des galas de la chanson, secondaire en spectacle, mais aussi au Festival international de la chanson de Granby, ainsi qu'à la SPAC, ça c'est la Société professionnelle des auteurs-compositeurs du Québec, et plusieurs commissions scolaires. Et j'ai fait un de tes ateliers avec la SPAC en novembre dernier. C'était, pour vrai, c'était les plus beaux 4 jours de mon année 2024. Plaisir à entendre ça. Vraiment, si j'exagère même pas. Quand je suis revenue chez moi, mon chum était comme,
Tu es Mais transformée. voyons, t'es donc bien heureuse. C'est bon. J'étais comme sur un nuage, mais comme, ah, mais là, c'est toi, là, ça, c'est la vraie toi, la vraie Véro. Mais là, faut que tu fasses ça plus souvent. Il me dit, tu y ailles tous les mois. Ouais, vraiment, donc vraiment, merci. Les ateliers, si vous pouvez vous inscrire, c'est vraiment pas cher être membre de la SPAC, c'est comme $100 par année. Puis on a accès à des formations incroyables. Donc, si vous êtes un auteur-compositeur, inscrivez-vous. Je vais mettre le lien aussi en description. OK, je continue. De 2016 à 2020, donc ça, c'est juste avant la pandémie. Tu as été professeur à l'École nationale de la chanson de Granby, aussi succédant à Robert Léger de Beau Dommage, quand même un grand soulier à chausser, où tu as enseigné les techniques d'écriture de chansons. J'aurais voulu être là. En plus de plusieurs Félix et de disques certifiés or, platine et diamant, en France notamment aussi, vraiment, je relis. Frédéric reçoit en 2011 le prix Socan de la chanson populaire de l'année pour Entre deux mondes, une chanson qu'il a coécrite avec nul autre que Céline Dion pour l'album éponyme de Marc Dupré. OK, là, je fais une petite pause. Le fait que là, j'ai lu ça, j'ai fait, attends une minute. Céline Dion, je savais même pas qu'elle écrivait, première chose. Je pensais qu'elle était juste interprète, donc elle a écrit les chansons. Alors, je fais partie du deuxième auteur chanceux. Il ne l'a fait que 2 fois dans sa vie. Une fois avec un de ses frères, Jacques Dion, qui d'ailleurs avait écrit le premier succès de Céline, hein, Ce n'était qu'un rêve, qui a permis de lancer la carrière. Et des années plus tard, donc elle avait cette idée, elle avait une idée de mélodie qu'elle voulait absolument donner à Marc Dupré. Elle disait, ah, je suis sûr, c'est pour toi. Et puis elle avait un thème en tête. Et Marc avait sorti un autre album et Céline avait remarqué mes paroles et avait adoré une chanson que j'avais écrite pour Marc qui s'appelait « Je voudrais être un autre ». Et Marc, il lui a dit « Bon, ben ok, mais t'aimerais l'écrire avec qui ?» Elle lui a dit « C'est qui là le petit Français avec qui tu travailles Alors il dit « Fred Baron ». Elle lui a dit « Oui ». Et je me suis retrouvé comme ça un jour à recevoir un appel de René Angélil, qui était encore en vie, mais il faut savoir que Marc Dupré, c'est un imitateur. Hein. Donc moi, quand je reçois un appel, bonjour Frédéric, c'est René Angélil, et je rigole, parce que ça venait du téléphone de Marc. Et je dis à Marc, mais que t'es con, alors. Et oui. Tu dis à René Angélil, mais parce que moi, je vois s'afficher Marc Dupré. Et là, Marc, il dit, Fred, je te jure, non, je suis vraiment avec René, on est en Floride, on est dans la voiture et tout. Et là, je comprends que c'est vrai. Là, je me suis figé, je ne savais plus quoi dire, plus quoi faire. Et donc, effectivement, ils m'ont dit, voilà, Céline aime beaucoup ce que tu as écrit pour Marc, elle a cette idée, est-ce que tu voudrais prendre les idées de Céline qu'elle a en parole et l'écrire avec elle. Donc voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Ouais. Wow, incroyable. Ça, vraiment, il n'y a pas beaucoup. Ben, en fait, c'est ça, t'es le seul à part son à ma connaissance, ouais, j'avais fait des petites recherches et tout. Mais de coécriture et puis sur le trophée Socan, c'est ça, c'est marqué coécrit, Céline Dion, Frédéric Baron. Ok, puis c'est cette chanson-là, la chanson que ça a été chanson populaire de l'année en 2011, parce que la chanson avait été numéro 1 un peu partout à la radio, donc c'est ce qui m'a permis de remporter ce prix-là et d'aider beaucoup ma carrière évidemment. Ouais, déjà d'écrire plein de hits. Marc Dupré, son premier album, c'était assez intense, le nombre de hits qu'il y avait là-dessus. Là, j'ai réécouté ça. Oui. C'était vraiment un bon succès, puis en plus, avec bravo! J'en reviens pas que tu sois à mon podcast. Superstar! OK, puis là, il me reste une ligne. Et en 2019, la fondation SPAC, je savais pas qu'il y avait une fondation, et la Socan reconnaissent l'ensemble de ta carrière en te décernant le prix Stéphane Venn. Stéphane Venn qui vient de nous quitter la semaine dernière. Ouais. Mais effectivement, ça, c'est un des prix, je pense, qui m'a le plus touché. Parce que c'est une reconnaissance déjà des gens de l'industrie, puis des auteurs et des compositeurs. Et puis Stéphane Venn, voilà. Alors, ce que peu de gens savent, c'est que ma carrière de parolier aussi a surtout explosé grâce à Stéphane Venn, donc en 2003, parce que Stéphane Venn avait écrit tout le premier album de Marie-Hélène Thibert, puis c'était la première saison de Star Academy, puis tu sais, il reprenait sa chanson, et c'est pas fini. Donc voilà, et moi, le premier grand succès que j'ai eu, c'était une chanson de Marie-Hélène Thibert sur cet album-là.
Puis ça, vraiment, ça m'a beaucoup, beaucoup aidé aussi. Donc c'était comme... Wow, c'est quoi la moi, chanson? c'était comme une force en toi. Comme une force en toi. Enfin, en tout cas, ça date, hein. On va essayer de la glisser on parle de format 2003. radio. Donc, Ah, mais moi, je tripais ça. Surtout là. Ouais, elle chante tellement bien. OK, wow. Incroyable. Et là, la dernière phrase de ta bio dit que désormais, tu te consacres essentiellement à l'écriture de spectacles musicaux. Mais moi, j'ai eu un petit scoop pendant la semaine en novembre de la SPAC. Est-ce qu'on peut en parler ou pas encore? Alors, écoute, oui, je peux juste dire que c'est un projet de comédie musicale historique qui est assez à grand déploiement et qui va prendre l'affiche en février 2026, donc dans un an pile, à la salle Wilfrid Pelletier, à la Place des Arts. Et puis j'ai la chance de travailler avec un metteur en scène qui vient du Cirque du Soleil. Voilà, ce qui fait que on essaye de revisiter un petit peu le style de la comédie musicale pour y donner justement un côté un petit peu plus flamboyant, un petit peu plus circassien. Alors, il n'y a pas des cerceaux en feu, là, ni des trapézistes, mais il y a quand même un côté assez cirque dans la facture visuelle. On a été vraiment chercher des costumiers qui viennent du cirque aussi, des éclairagistes. Okay. Mais ça reste quand même... c'est pas une comédie musicale puisque c'est un sujet historique, on est plus dans le drame musical, mais voilà. Mais ça va être annoncé le 11 mars dans les médias, mais surtout il y a le 23 mars une soirée spéciale à Star Academy à TVA, où il y a 2 chansons qui vont être présentées en exclusivité. Voilà. Et ça, tu as l'exclusivité, par exemple, parce que je l'ai dit nulle part. Donc 23 mars, TVA. Excellent. TVA, on va écouter ça pour entendre 2 chansons de ton nouveau spectacle que tu disais que ça fait 10 ans. Ouais. En tout, ça a pris une dizaine d'années entre le départ, l'idée, tout écrire. C'est énormément de travail. Aller trouver les bons compositeurs, les producteurs. Entre-temps, c'est mis la pandémie. Hein. Donc voilà, ce qui fait que... parce que le show début devait sortir là, cette année, là, en 2025. Tout a été décalé d'une bonne année. C'est comme ça. C'est pas grave. Mais, tu sais, même si ça avait pris 7-8 ans, c'est quand même 7-8 ans qu'il y a beaucoup de gens qui se rendent pas compte de tout le travail derrière un spectacle. Puis encore plus, une comédie musicale, c'est comme le théâtre, les costumes, la mise en scène, les chansons. La scénographie. La scénographie, il y a beaucoup de gens impliqués. Donc, plus que tu impliques de gens, plus que c'est... C'est ça, c'est une bonne trentaine de personnes qui travaillent sur le spectacle au jour d'aujourd'hui. Ça, c'est l'équipe de production. Et puis, effectivement, c'est toute l'équipe de création. Comme tu disais, il y a le perruquier, le costumier, la scéno, enfin, en tout cas, name it, là, il y en a, tu en vois là. Et le perruquier. Ouais, on a un perruquier, oui, extraordinaire. Il fait des perruques complètement flyées, donc moi j'adore ça. Mais je vais te mettre en contact. Il est super fan, c'est un Québécois, il est adorable. Et pareil, il travaille sur des grands shows à l'Opéra de Paris, il a travaillé pour le Cirque du Soleil lui aussi, pour des shows à Las Vegas. Il a travaillé sur des clips de Beyoncé, Rihanna. C'est des feuilles de route assez impressionnantes que les producteurs ont été chercher, donc je suis bien content. Mais effectivement, c'est 10 ans de travail, des milliers d'heures, hein. Je peux même plus compter les heures, ça serait impossible. Donc on frôle l'obsession mentale là pour arriver à ce genre de projet, mais souvent, c'est ce que je dis aussi, tu vois, quand on me pose la question, comment t'as fait? Je dis, il faut être obsédé quelque part, obsessionnel. Puis continuer, jamais lâcher. J'ai jamais eu de plan B dans ma vie, en fait. C'est aussi simple que ça. Je ne me suis jamais donné de plan B, je n'en voulais pas. Donc, je dis pas, j'ai mangé du beurre de pinot, pas rien qu'à peu près, là, on s'entend, mais... mais il y a des bonnes années aussi. Mais voilà, mais après, ça a donné tout ce que tu as dit en début avec la biographie, puis ça fait aussi qu'aujourd'hui, j'ai cette chance de pouvoir faire ce spectacle-là. Mais voilà. C'est incroyable, mais c'est tellement bien dit. L'obsession, mais aussi une œuvre d'art, c'est une œuvre d'art. Tu peux pas juste penser qu'en 2 heures, tu vas créer une œuvre d'art, puis fait que c'est l'obsession, mais dans le bon sens avec une vision. Dans le bon sens, c'est ça. Comme c'est de la création. Je sais pas pour toi là, mais
Moi, des fois, je suis sur une chanson, ça fait des heures, j'ai oublié de manger, puis je suis comme, ah mon Dieu, mais je peux même pas aller faire pipi parce que je suis tellement dedans. Je suis tellement comme ça aussi. Je veux pas manger, je veux rien faire. C'est comme, laisse-moi aller au bout de ma phrase, ne viens pas me déranger, rien, je veux rien savoir. Ouais. Oh my God, wow. Incroyable. Merci pour le petit scoop. En fait, quand même gros, mais genre, on va pas dire le titre. Non, le titre sera dit. Il sera dit au mois de mars. Soyez à l'écoute. Donc, OK, je t'ai partagé des petites questions. Puis, donc, écoute, c'est juste pour se donner comme un petit air d'aller, puis on peut dévier. Je suis bon pour ça, moi, pour digresser. Là. Bon parolier, pas pour rien, hein, moulin à parole. Bla. Tu peux m'arrêter, hein. À un moment donné, si t'es tanné, tu me dis, Fred, reviens. Non, mais les podcasts, c'est ça. Moi, j'ai décidé de faire un podcast parce que je me suis rendu compte, je suis tellement dans la musique toute la journée que ce que j'écoute dans mes temps libres, c'est des podcasts. J'aime ça écouter des gens. Ouais, moi, c'est pareil. J'aime ça écouter. C'est ça, puis de tous les sujets, finance, fitness, oui, tu m'as envoyé des messages sur ton tapis roulant, alors oui. Fred, je suis sur mon tapis roulant, désolé. Oh my God, oui, j'ai envoyé un message vocal. Oui, donc pour le podcast, tu vas avoir besoin de ça. Charles Passage, je t'aurais fait mes pas, il me manquait des pas aujourd'hui. Mais c'est ça, puis le podcast, je le fais aussi à la base, oui, pour les gens qui me suivent, mais j'ai aussi, vu que j'ai mon académie de coaching, j'ai beaucoup d'élèves, mais adultes, la majorité, ou du moins ados qui voudraient faire ça dans leur vie. J'ai beaucoup de gens assez sérieux dans mes clients. Puis le podcast sert un peu à tout ce que j'aurais pas le temps de dire dans un cours. C'est complémentaire, en fait. C'est complémentaire, on leur partage. Donc avec le petit côté pédagogique que je sais, pédagogue que je sais que tu as, comme que nous deux on a. Donc voilà. Alors j'ai des petites questions comme ça. Donc si par exemple t'as quelqu'un qui t'arrive, mais là, moi, j'écris des beaux poèmes. Comment je pourrais devenir parolier? Alors, déjà, si t'écris des poèmes, c'est un bon début. Ça veut dire qu'il y a quand même déjà, un désir d'écrire et puis un amour des mots. Ça, je pense que c'est quand même la base. Il faut vraiment aimer jouer avec les mots. Voilà. Après, c'est sûr que la poésie n'a pas les mêmes règles exactes que la chanson. Et que dans la chanson, il y a des espèces de principes. Il y a une versification qu'on appelle qui n'est pas du tout la même qu'en poésie. Donc souvent en chanson on est un petit peu plus ramassé, un petit peu plus concis que dans un poème. C'est un poème, on peut vraiment se permettre d'avoir des longues phrases. En chanson un peu moins. Donc je te dirais qu'il faut c'est essayer d'avoir un esprit de synthèse d'une idée qu'on veut exprimer. Et puis c'est ça, beaucoup travailler les images. Beaucoup travailler. Moi, je dis souvent une chanson, il faut que ça fasse appel au sens. Donc, c'est-à-dire que quand tu entends une chanson, bon, bien sûr, il y a la musique qui vient nous toucher, mais ensuite, il y a les paroles qui font que on se reconnaît. On pense que cette histoire-là, nous répond aussi. Donc, faire appel au sens, pour moi, c'est quand on écrit, c'est évoquer des images qui vont susciter qu'on va sentir quelque chose, qu'on va entendre, qu'on va peut-être avoir même... tu sais, si je dis la douceur de ta peau, enfin le velours de ta peau, tout de suite j'ai le sentiment du velours. Si je parle de pomme, on a l'odeur de la pomme ou le goût de la pomme. Donc, c'est ça, faire appel au sens, pour moi ça c'est important. Et puis après, évidemment, il y a les rimes qui comptent, il y a la force du refrain, la clarté du message aussi. Souvent essayer de clarifier le plus possible ce qu'on veut dire dans une chanson. Là aussi, moi ce que j'aime bien faire, c'est voir une chanson comme un petit court-métrage. En fait c'est ça, c'est 3 minutes 30 où on raconte une histoire ou une émotion. Mais ce qui est intéressant souvent, c'est avant de l'écrire, quand on a notre thème, dire ok, dans mon couplet 1, en une phrase, de quoi je voudrais parler. Ok, mon couplet 1, ça va être ça. Mon couplet 2, ça va être ça. Puis mon refrain, c'est l'enjeu, c'est mon message principal. Donc bien identifier aussi ce qu'on veut dire et qu'il soit différent. Parce que souvent, malheureusement, un automatisme qu'on peut avoir, c'est de répéter un peu notre idée du début à la fin, mais sans grande variation. Tandis que si on identifie bien au préalable d'avance, ok, mon message principal, c'est quoi que je veux dire? C'est ça. Puis mon refrain, il doit répondre à la question,
des couplets, voilà pourquoi je dis que. Donc blablabla mes couplets, voilà pourquoi je dis que dans mon refrain. Et si tu te rends compte que finalement tu dis la même chose que des couplets, ça marche pas. Donc il y a quelque chose à changer. Donc en fait voilà, en gros c'est ça, c'est se faire un espèce de storyboard, de synopsis un petit peu de qu'est-ce qu'on va vouloir aborder. Et ça peut aider à pas s'éloigner trop de son sujet, ou ça peut éviter aussi de répéter, de se répéter de bout en bout de la chanson. De faire progresser ton propos, même si c'est une chanson émotionnelle d'une rupture. Voilà. Mais faire progresser ton propos ou ton émotion, en tout cas, moi c'est mon conseil. Après évidemment l'écriture c'est propre à chacun, et puis chacun a sa propre technique. Mais... Toi, sous la forme d'une petite histoire, ça va mieux. Pour moi, oui. Pour moi, ouais. Même comme je dis, si c'est juste quelque chose qui relève que de l'émotion, mais essayer de faire évoluer cette émotion-là, ou ne pas répéter toujours la même chose tout le long de ma chanson, créer une différence entre mes couplets et mes refrains, ça c'est important. Trouver la phrase clé aussi. C'est cette phrase clé qui va probablement devenir le titre. Ça aussi, moi je dis souvent, le titre c'est la pièce d'identité de ta chanson, c'est la première chose qu'on va voir. Quand tu vas sur Spotify ou quand les programmateurs radio vont recevoir ton communiqué de presse. Et si le titre les accroche pas, souvent t'as pas trop envie d'aller écouter par derrière qu'est-ce qu'il y a. Donc il faut créer, c'est comme un hameçon le titre. Souvent on le néglige, mais non, il faut que ce soit super accrocheur en général, que ça résume bien l'état d'esprit de ta chanson. Même des fois, ça m'arrive aussi de créer des titres, ce n'est pas une phrase que je répète dans la chanson, mais qui vont super bien résumer et qui vont être une bonne accroche. Ouais. Mais ouais, bien réfléchir au titre, ça c'est important. Ouais. C'est bon ça. Je me souviens, un des exercices que vous nous aviez fait faire pendant la semaine d'écriture avec la formation de la SPAC, c'était de se mettre en équipe puis d'écrire l'histoire de l'autre. Et juste résumer l'exercice, c'est l'autre personne te raconte une histoire qui lui est arrivée, puis tu enregistres ou tu prends des notes ou peu importe, puis ensuite tu écris une chanson sur ça pour la personne. Puis j'avais trouvé ça tellement plus rapide, écrire la chanson, parce que j'avais vraiment tout le début, c'était tout ordonné, alors que des fois, quand c'est pour nous, on sait même pas ce qui se passe dans notre histoire, on est dans nos émotions. Souvent aussi, le problème, c'est qu'on se censure beaucoup. Et quand on parle de soi, c'est difficile, enfin c'est pas que c'est difficile, mais on peut avoir une espèce de distance par rapport à notre émotion, on peut avoir du mal à plonger, parce que ça nous touche trop, donc il y a aussi cette technique d'essayer d'écrire au tu, au il, au elle, pour aller vraiment bien toucher ce qu'on veut dire, quitte à ensuite revenir au jeu. Mais ça aussi, c'est une chose qui est intéressante. Mais après, oui, l'exercice là dont tu parles, c'était aussi pour vous montrer que vous êtes capable d'écrire sur la vie des autres. Parce que là aussi, souvent, quand on est artiste, et puis c'est normal, surtout, tu parlais d'artistes émergents, on veut se raconter. Et c'est tout à fait correct et normal, je veux dire. Voilà, on veut que le public sache qui on est, enfin, il y a tout un tas de choses comme ça, mais cet exercice-là, d'écrire au tu, au il, elle, tout en parlant de soi, peut être super bénéfique. Puis c'est aussi montrer que on peut avoir des attitudes, enfin, c'est ouvrir les horizons. Ouais, je dirais plus ça comme ça. Se dire, oui, ok, je peux écrire pour moi, mais je peux aussi écrire pour d'autres. Et donc, élargir mon talent, élargir mes possibilités professionnelles. Puis des fois, l'histoire de l'autre personne va nous toucher d'une certaine façon, puis si elle avait raconté la même histoire, elle n'aurait pas été dans cet angle-là. En tout cas, ça m'a vraiment motivé de devenir parolière pour d'autres aussi. Ok, fait que, par rapport à l'autocensure, t'as pas écrit, là, j'ai juste des questions qui me viennent. On improvise. Est-ce que tu dirais que comment je pourrais dire ça? Plus on parle de sujets sensibles sans censure, est-ce que ça va faire les meilleures chansons? Oui, c'est sûr, mais c'est difficile. En fait, ça dépend le rapport qu'on a à ces émotions.
Mais disons que si c'est par exemple un traumatisme qu'on a vécu et puis qu'on veut aborder dans une chanson, mais c'est sûr, tu sais, souvent on entend oui, mais si j'écris ça, j'ai peur de faire mal à mon père, à ma mère, à mon ex ou à la blonde chum actuelle. Donc c'est là où on va avoir tendance à se censurer et c'est là où ça devient peut-être un petit peu plus difficile de vraiment aller d'ouvrir les vannes, de se laisser aller. Alors je te dirais que oui, si on est confortable avec soi, avec ses émotions et puis avec la capacité de les exprimer aussi, ce qui n'est pas toujours évident. Je sais pas si je réponds bien à ta question. Mais... Oui, c'est ça. Ben, comme on devrait ne pas se censurer, mais c'est ça, des fois parce que oh mon Dieu, mon père va comprendre que je parle de lui ou ben ma mère va, mon ex va savoir que je parle de lui ou non. Ouais. C'est là qu'on peut remplacer les pronoms comme tu disais par il, elle. Mais non, c'est pas mon histoire, c'est l'histoire. Oui, voilà, c'est ça. C'est un bon tour de passe-passe. Ouais, clairement. Ou encore mieux, tu écris cette chanson de ta vie, mais c'est quelqu'un d'autre qui le chante. Voilà. Moi, ce qui me fait des fois rire, oui, dans le bon sens du terme, c'est ça, c'est entendre un Bruno Pelletier chanter ma rupture. Entendre tel autre artiste chanter tel truc de ma vie. Et c'est drôle parce que eux, ils chantent cette chanson parce que ce sont des interprètes et qu'il faut qu'ils racontent aussi des histoires. Mais voilà, puis je me dis, au moins, c'est pas moi qui aurais à l'assumer. Donc ça peut être ça aussi. On peut le voir comme ça aussi. Et c'est vraiment bizarre parce que je crois que mes chansons les plus intimes, personnelles, sont chantées par d'autres. Wow. Comme quoi. Wow. Ah, mais c'est intéressant. Donc, quand t'écris pour d'autres, c'est pas toujours avec leurs histoires. Comme l'exercice qu'on a fait, tu vas pas te demander à Bruno Pelletier, bon, qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Je vais t'écrire une chanson. Oui, au début, c'est sûr, mais au début. Disons, à chaque fois qu'un artiste m'appelle pour que j'écrive pour lui, c'est sûr, c'est la première question que je pose. Est-ce qu'il y a un sujet que tu voudrais aborder? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te touche en ce moment que tu as vécu? Bon, si l'artiste me donne le thème, je vais écrire sur ce thème-là. Mais c'est sûr, je vais y mettre toujours ma couleur et ma perception. Mais ça arrive très souvent, justement, des artistes comme Bruno Pelletier, Mario Pelchat ou Isabelle Boulay, qui ont déjà 4, 5, 6 albums derrière eux. Ils savent plus qu'est-ce qu'ils doivent raconter, nécessairement. Non, mais tu vois, et puis donc ils vont te dire, ils te disent, je te laisse carte blanche. Voilà, fais-moi une chanson qui va me toucher. Donc, c'est là où tu vas forcément puiser en toi et forcément puiser dans des choses que t'as récemment vécues ou de ta vie. Et que tu essayes de faire une hybridation entre cette histoire-là et ce qu'est l'artiste aussi, bien sûr, il faut aussi que ça lui corresponde, mais pour le vrai, moi c'est surtout une chanson qui me vient en tête qui s'appelle Après toi, le déluge, qui est donc chantée par Bruno Pelletier, puis qui avait été, imagine-toi, un hit en Russie, fouille-moi pourquoi, je sais pas. Et c'est Catherine Major qui avait fait la musique, je sais pas si tu connais Catherine Major, une super pianiste. Oui. J'invite tes auditeurs, auditrices à aller la découvrir, donc Catherine Major. Mais voilà, c'est ma chanson la plus personnelle, quoi. C'est qui parle de cette rupture. Puis quand tu sais que cette chanson a été chantée par lui devant des milliers et des milliers de personnes, je sais pas. Il y a un effet très thérapeutique en tout cas, ça c'est sûr. Ouais. Wow. Oh my God, c'est clair. C'est in your face pour l'ex. c'est ça, tu m'en parles, j'ai comme des frissons, je suis comme, oh mon Dieu, le sentiment que tu dois avoir de, j'ai créé une œuvre d'art qui fait du bien à tellement de gens avec une épreuve tellement sombre de ma vie. C'est vraiment de tourner, c'est l'ombre en lumière. C'est un peu quétaine de dire ça comme ça, là, mais dans le sens, c'est vraiment de faire quelque chose de négatif, quelque chose de positif, négatif, puis de faire vraiment, wow. Un de mes coachs vocaux, c'était le choriste à Bruno Pelletier, je sais pas si tu le connais, Francesco Verrecchia. Oui, pas personnellement, mais je sais très bien qui c'est. Mais lui, il partait en Russie avec Bruno, donc c'est sûr qu'il a fait les back vocals sur cette chanson-là. Sur une autre de mes chansons de Bruno, parce que j'ai écrit d'autres chansons pour Bruno. Et ouais. C'est très probable. Qui chantait aussi. Oh, wow. Ah, c'est fun. Le monde est petit, hein, comme on dit. Le monde est petit, vraiment. Mais, funny story, ma mère avait trouvé ce coach-là parce qu'elle l'a vu en spectacle. Elle a vu un spectacle de fond, je sais pas trop quel organisme. Puis Francesco Verrecchia était là.
il chantait, puis là, elle a tellement trippé sur sa voix, elle était comme, oh mon Dieu, tu dois coacher ma fille. J'avais 14 ans, elle est allée backstage, ma mère avait beaucoup d'autodétermination, beaucoup de guts. Elle était comme, est-ce que vous prenez des élèves? J'étais comme, non, je coach pas, là, moi, juste des pros, là, j'ai pas envie d'avoir un petit enfant de 14 ans, non, mais je te jure, elle est bonne, Ah, c'est cool qu'il accepte. Puis là, ah ouais, puis le premier cours, il était comme, puis là, finalement, c'était un de mes coachs, puis c'est ça, il me parlait C'est tourné, la Russie avec Bruno et tout. Ah, c'est fou, c'est une méga star, Bruno, là-bas, c'est incroyable. C'est des salles de 5-6 000 personnes qui remplissent. C'est fou. C'est beau. C'est en chantant en français. Oui, je chante en français, ouais. Après, c'est sûr, c'est beaucoup le phénomène Notre-Dame de Paris qui l'a exporté. Ouais, mais ça, ouais. Les Russes sont là hyper fidèles après aux artistes qu'ils adoptent. Donc, il va très régulièrement, quoi. Mais on le sait pas, ou très peu. Non, c'est ça, c'est fou. On dirait que des fois, si ça se passe pas au Québec, ça se passe pas, puis on le voit pas. Puis... Ouais. Aïe, bon, ok, j'ai ma prochaine question. Ben, tu me l'as un peu dit quand tu nous as raconté comment faire une chanson, mais j'avais la question, qu'est-ce qui fait selon toi une bonne chanson? Mais c'est un peu toute j'imagine, les sens. Oui, les sens. Moi, je crois beaucoup aussi en la phonétique, de faire attention comme chantait Céline Dion, donne-moi des mots qui sonnent. C'est cette chanson de Plamondon. Mais je crois beaucoup aussi au pouvoir de la phonétique dans une chanson, pour que ça accroche aussi. Donc, ce qui fait une bonne chanson, c'est ça, c'est le sens et le son. Voilà. Donc, c'est un juste équilibre de tout ça. Et puis, bien sûr, une mélodie qui soit accrocheuse, puis peu importe le style, je veux dire, peu importe si on est dans la pop, le jazz, le R&B, peu importe, mais évidemment d'avoir une mélodie qu'on retient, des motifs qui reviennent, des phrases clés, comme je disais tantôt, qui soient très punchées. Je dis toujours, c'est ta première phrase là, de couplet, il faut vraiment que c'est tout de suite taille. De la première à la quatrième phrase, c'est vraiment là où tu vas jouer tes cartes. Voilà, c'est l'accroche. C'est comme quand on regarde une télésérie, quand on lit un livre ou qu'on va voir un film. Si après 10-15 minutes, tu te fais chier, tu vas zapper, tu vas passer à autre chose. Là, une chanson, c'est pareil, mais dans un délai encore plus court. Donc, il faut que tes 3-4 premières phrases, là, c'est let's go, là, je plante mon décor. Il faut quasiment que ce soit comme des phrases de pub, là, tu sais, des slogans, donc, voilà, bien penser à ça. Et puis, pareil pour on avait pris... Exact. En fait, avant la formation de la SPAC, je t'avais contacté pour des cours privés l'été dernier. Puis, il y avait une de mes chansons que tu m'as juste tout simplement fait inverser mon couplet 1 avec mon couplet 2. Puis, je vais la faire à mon lancement. Puis, à chaque fois que je commence cette chanson-là, je me sens d'où ça attaque vraiment. Mon couplet 2 était plus méchant. Pas plus méchant, mais dans le sens... Tu sais, j'étais vraiment, je parlais directement à la personne à qui la chanson, pour qui la chanson était écrite. Puis alors que le deuxième couplet, c'était plus général à propos de moi, nanana. Ce qui est correct, ça rajoute l'histoire, mais vraiment de commencer avec. À chaque fois que je commence la chanson, je me dis, oh là là, ça, c'est fun. Ce que tu dis là, c'est important aussi parce que des fois, c'est ça. Une fois qu'on a écrit toute la chanson, on peut jouer à interchanger ou des phrases ou des couplets. Donc, réfléchir effectivement à sa chronologie, comme on dit. Et voilà, et puis aller choisir, c'est quoi qui est le plus payant dès le début de ma chanson. Première phrase, dernière phrase, première phrase, dernière phrase de mes couplets. C'est là où tout se joue, et puis pareil pour les refrains. Donc c'est bon de faire cet exercice, de se re-questionner une fois qu'on l'a écrite. C'est vraiment, vraiment intéressant. On en a jamais parlé ensemble. Toi et moi, je sais pas si c'est quelque chose que tu travailles avec tes élèves quand tu étais, par exemple, à l'École nationale de la chanson ou les accents toniques. Oui, c'est vrai. Ça, j'essaie des fois d'expliquer ça à mes élèves, même juste, je sais pas, un francophone qui chante une chanson en anglais ou vice-versa, un anglophone qui essaie de chanter en français, qu'est-ce qui va faire que l'accent, ça sonne pas? C'est souvent les petites syllabes qui sont pas accentuées à la bonne place. Par exemple, dans tes mots, ce serait quoi l'accent tonique? Parce que j'ai ma définition, mais on dirait que les gens sont comme... En fait, c'est ça. Dans mes mots, c'est...
comment dire, quand il y a un point fort au niveau de la mélodie, et qu'il y ait un mot qui soit bien placé au bon endroit. Si je donne un exemple qui est très connu, où il y a un gros problème d'accent tonique, c'est une chanson de Ginette Renaud, qui est très connue, qui s'appelle Je ne suis qu'une chanson. Ben, l'accent tonique est très mal placé. Et moi, je ne suis qu'une chanson. Non, ça aurait dû être, mais moi, je ne suis qu'une chanson. Voilà, c'est un peu ça pour moi. Donc, c'est faire attention que je sois pas sur un nœud, un re, ce genre de choses-là en fin de phrase. Voilà. Les syllabes pas importantes. Que les syllabes soient placées au bon endroit, avec la force du mot au bon endroit. Voilà. Mais c'est intuitif après, moi je pense quand même aussi beaucoup l'accent tonique. Je te jure, non, c'est pas peut-être pour toi, mais... Pour moi c'est intuitif. Mais après, je pense aussi que ce qui fait qu'on se mélange beaucoup, puis encore plus les nouvelles générations, c'est qu'on écoute beaucoup plus d'anglophones que de francophones. Et du coup, quand on passe au français, vraiment. Parce que ça, je l'observe beaucoup quand même dans la nouvelle génération d'artistes, c'est ça, c'est la façon dont ils écoutent des mots, et effectivement les accents toniques qui sont pas toujours à la bonne place, mais l'oreille finit par s'habituer étrangement. Mais j'essaie autant que possible de faire attention. Ouais, c'est pas facile. Moi, je sais que j'ai une chanson qui respecte pas tout le temps les accents toniques, puis je le sais, mais je suis comme, mais j'aime ça. Je l'accepte, puis je l'avais fait écouter à des Français, puis ils sont comme, c'est cool, mais ça sonne anglophone avec des mots en français. Ouais. C'est vraiment ça qu'ils m'avaient dit. Tu sais que ça aussi, on me le demande souvent. À Marc Dupré, par exemple, il m'envoie toujours des chansons où sa mélodie chantée, ce qu'on appelle un yaourt. Mais lui, il le fait toujours en faux anglais, anglais-ish. Toujours, il me dit, je veux que tu gardes les intonations et les sonorités. Donc, il faut que tu écris en français comme si c'était de l'anglais. Ça, c'est du défi. Ça, c'est un gros défi. Parce que là, il faut que tu oublies un peu les T, les re, les creux. Enfin, tu sais, la langue française, ça est très creux. L'anglais, c'est sûr, ça coule mieux, comme l'italien. C'est des langues qui sont magnifiquement fluides. Mais voilà, donc ce que je veux dire par là, c'est que ce que ça démontre, c'est ça, c'est qu'il y a cette culture de musique anglophone, c'est correct. Et donc il faut réapprendre à écrire là-dessus, quoi. C'est pas toujours facile. C'est fou. Moi, un exemple juste pour nos auditeurs qui sont pas des pros en poésie. Mon exemple que je donne tout le temps à mes élèves qui veulent prendre un petit cours initiation à l'écriture de chansons, ou même des cours de chant, puis je vois qu'il y a comme un bug dans l'accent. Par exemple, le mot réfrigérateur en anglais, parce que c'est presque la même chose en anglais. Refrigerator, ça va être le frais. Tu vas pas dire refrigerator. Ça serait très québécois qui parle mal anglais. Refrigerator. Puis réfrigérateur. Et alors qu'en français, l'accent est à la fin. Puis en anglais, ça va être... Souvent, c'est la première syllabe ou la deuxième en anglais. Si le mot est long, ça peut... Genre beautiful, tu sais. Marvelous, merveilleuse. Ça va pas être merveilleuse, ça fait bizarre. Mais chaque langue a ses accents toniques. En espagnol, c'est l'avant-dernière toujours. Quasiment toujours, ouais. Quasiment. Beaucoup, avant-dernière syllabe. Donc, tu sais ça, t'as les anglos en premier, eux au milieu, les français plus en dernier. Ouais, c'est vraiment intéressant. Moi, des fois, quand je suis pas sûre, je mets mon texte dans Google Translate. Là, je fais le petit, le côté de gauche, là, quand gauche-droite. Là, tu mets dans la bonne langue, par exemple, ton texte est en français, puis tu cliques, puis là, la petite madame, elle met vraiment les accents bien exagérés. C'est un petit truc de vraiment débutant, mais des ça fois, peut aider. Ça peut aider. Tous les tips sont bons à prendre. Ouais, c'est ça, je vous le glisse comme ça. Ah oui! Donc, une de mes questions. De quelle chanson, de toutes les chansons que tu as écrites, laquelle es-tu le plus fier et pourquoi? Juste une, c'est compliqué parce que j'ai quand même 25 ans de carrière, donc c'est beaucoup de chansons. Ça fait combien de chansons à peu près? Écoute, qui sont sorties facilement de 200. Mais pas juste des extraits radio, hein. Attention, il y a eu des albums où j'ai écrit 6 chansons et puis il y en a qu'une qui est sortie ou des choses comme ça. Mais oui, je pense facilement autour de 200 sur 90 albums. Ouais. Après, à la SOCAN, qui est donc la société où on enregistre nos chansons, là, je pense que je suis autour de 400.
Et là, je parle pas de celles qui sont dans mon ordinateur, que j'ai jamais rien fait avec. T'es même pas déclaré. Non, alors c'est pour ça qu'on a un choix déchirant. Alors, écoute, je vais dire une chanson que j'ai écrite pour moi sur un de mes projets d'album, qui est une de mes préférées, qui s'appelle De Lune en Lune, qui était sur mon tout premier album, puis qui décrivait bien, tu sais, moi j'ai un côté, j'aime beaucoup tout ce qui est gothique, Tim Burton, ce genre de choses-là. Voilà. Et puis après, c'est sûr que la tune avec Céline Dion, j'en suis super fier pour tout un tas de raisons d'ailleurs. Pas juste parce que c'est avec Céline, mais c'est pour certaines phrases. Parce que cette chanson raconte donc l'histoire d'un homme qui a perdu sa femme jeune, et à un moment donné, il y a « Et notre avenir repose sous des fleurs ». Donc autrement dit, c'est des fleurs qu'il y a sur une tombe. Donc ouais, Entre deux mondes fait quand même partie d'une de mes chansons pas mal préférées. Et après, en second, il y aurait Après toi le déluge que je parlais tout à l'heure, pour Bruno Pelletier. Ouais, de Bruno Pelletier. C'est ça. Ouais, il y en aurait d'autres aussi. Mais je sais, c'était une chance, c'était une question. Ouais, encore je sais. C'est choisir parmi nos bébés. Les chansons, c'est nos bébés. Oui, c'est ça. Tellement, t'as vraiment raison. Bon, je m'excuse pour cette question-là. Mais ce que j'aime que tu as dit, c'est la quantité. Ouais. 200 chansons qui ont été publiées, 400 que tu trouvais assez bonnes pour les enregistrer à la Soca. Donc, mettons, selon toi, combien de chansons tu as écrites depuis que tu t'es mis à écrire des chansons? Peut-être le double de 400, peut-être, probablement même. Mais je me disais autour de 1000, c'est sûr. Oui, parce qu'il y a ma carrière de parolier qui a officiellement, on va dire, commencé en 2002, je pense, ou 2003. Mais moi, j'écris depuis toujours, moi, là. J'ai toujours aimé écrire. Mais oui, c'est ça. J'ai des cahiers remplis de poésie, justement. C'est ça, je passais progressivement de la poésie à la chanson. Donc, ouais, franchement, je pense autour de 1000. Ouais. Non, 2000, autour de, plus loin, 1000. Voilà, autour de 1000, ouais. Ok. Ouais, c'est pas tout abouti, évidemment. Il y a des bribes, il y a des petits morceaux par-ci, par-là, mais de toute façon, excuse-moi, juste pour terminer, l'écriture, pour moi, c'est un prolongement de moi-même. Ça a toujours été là. Quand j'étais petit, que je savais même pas écrire, au lieu de faire des dessins, je faisais semblant d'écrire des phrases. J'allais voir ma mère, je disais, tiens, un poème. Mais j'avais rien écrit. Évidemment, je savais pas écrire. Oh my God, tu l'avais peut-être fait dans une vie passée. T'es comme, je sais comment faire ça, moi, j'ai oublié. Mais ça a toujours été ça. Personne dans mon entourage n'en était surpris, en fait. Quand j'ai dit, ok, ma vie, ça va être l'écriture, là, personne n'a été surpris. C'était comme, oui, c'est évident. Bon, et toi, t'en as combien, tu penses? Mais je suis loin on n'a pas le même âge non plus. Loin. Non, mais si j'en ai 40, ça va être bon. C'est bien, 40, c'est pas pire, 40, 50. Ouais, quand même, c'est déjà beaucoup. Mais juste, je viens de faire, j'adore, moi, je suis très mathématique. Statistique. Me connaître. Fait que mettons les 400 que tu as enregistrés à la Soca, que tu trouvais comme, qui sont bonnes, sont finies, sont nanana. En 25 ans de carrière, à peu près? Oui. Bon, ça fait 16 chansons par année. Ce qui est correct, tu vois, c'est pas tant. Mais c'est pas tant que ça, mais dans le sens, pour vrai, moi c'est parce que j'ai des élèves, tu sais, qui veulent faire ça dans la vie, puis je suis comme, vous rendez-vous compte du travail qu'il faut que vous commencez là, let's go, là, faut qu'on parte la machine, là, parce que 16 par année, c'est plus qu'une par mois, c'est une à deux par mois. Après, je te cache pas que dans ma vingtaine et trentaine, j'ai beaucoup plus écrit. J'ai eu des phases où je pouvais écrire, et aussi parce que quand ma carrière a vraiment décollé, que je recevais beaucoup de commandes et puis au début, tu veux te faire un nom. Donc justement, tu veux te faire un nom, donc tu dis pas toujours non. Tu as plus tendance à dire oui, mais ça pouvait, je te jure que c'est vrai, je pouvais écrire jusqu'à 4-5 chansons par semaine. Donc, et parce que je n'avais pas le choix. Voilà. Donc, alors je pense qu'au bout d'un moment aussi, on dit c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc après, c'est sûr que j'ai peut-être moins ressenti le besoin d'écrire autant.
Et au jour d'aujourd'hui, c'est sûr, pas que je m'économise, mais je choisis bien mes projets et j'écris vraiment pour des choses très précises. Voilà. J'essaie de moins me disperser. Mais l'écriture, c'est un muscle. Ça, c'est sûr. Donc, plus tu écris, plus tu vas développer justement les skills, des habiletés. Ouais, des habiletés, ouais. Pour un frein. Wow. Mais ça, c'est juste le petit 4 jours qu'on était au studio pendant la formation. Là, je regardais, puis j'étais, mon Dieu, j'ai écrit 4-5 chansons. En 4 jours, donc c'est comme un peu plus qu'une chanson et demie par jour. J'étais comme, hey, c'est pour ça que mon chum, quand je suis revenue, tu devrais faire ça. 4-5 jours par mois. Pars dans un chalet, va faire ça avec des amis artistes, va créer. T'as sorti tout ton méchant aussi. Ouf! Hey, c'est ça, c'est comme une bonne thérapie en même temps, puis ça fait juste tellement du bien d'être dans la créativité. Ouais, puis je rajouterais juste, l'idée aussi, c'est de pas toujours vouloir écrire la chanson parfaite. Parce que je crois que souvent, ce qui fait qu'on écrit peu, c'est de tout de suite, et puis les artistes, souvent, c'est ça, on est des perfectionnistes, très souvent. Et donc, ce qu'on veut, c'est de tout de suite sortir la bonne phrase, avec la bonne image, le bon style, le bon ça. Donc ça peut beaucoup bloquer dans, justement, cet apprentissage de l'écriture. Donc moi, ce que je dirais, c'est, à ceux qui nous écoutent, c'est ne cherchez pas à tout de suite écrire la grande chanson ou la meilleure chanson. Il faut d'abord laisser aller l'idée telle qu'elle est, et ensuite retravailler petit à petit, comme une sculpture. Hein, tu sais, on parle d'une grosse boule de boue de glaise là, et puis petit à petit on va tout affiner. C'est un peu la même chose, quoi. C'est vraiment on parlait de censure tout à l'heure. Mais autant que possible dire ok, pour l'instant je fais juste jeter mon idée. Après je vais restructurer. Après je vais peaufiner, affiner. Voilà, c'est pas mal ça mon conseil aussi. Qu'est-ce qui ferait en sorte que la chanson tu la mets au pouvoir? De me dire c'est cliché, ça j'en ai déjà parlé, ou tout simplement que tu sais, tu laisses reposer, admettons, un jour, 2 jours, puis quand tu y reviens, il y a toujours une espèce de, moi c'est très viscéral mon affaire. Si ça résonne pas là dans mon petit plexus scolaire, c'est un mot lapsus, un plexus solaire, si je le ressens pas, si ça vibre pas, je me dis ok, non, c'est juste pas la bonne tune, quoi, c'est juste pas le bon texte, et c'est correct aussi. Encore une fois, on cherche la petite pépite d'or, la petite paillette d'or à travers plein de choses. Mais en même temps, ça se peut que toi tu l'aimes pas, mais que dans le fond d'autres l'auraient aimé. Ouais, ça c'est vrai. Ça c'est vrai que je crois que c'est aussi arrivé quand même. Ouais, qu'il y a des chansons qui auraient peut-être pu bien. Surtout quand j'étais dans la période, où j'ai sorti donc mes 2 albums et mon EP. C'est vrai que des fois j'étais là, ok, je vais écrire pour moi. Et après je me disais non, c'est pas pour moi. Mais ça pourrait être pour un tel. Donc il y a ça. Quand on écrit pour d'autres, c'est vrai qu'il peut y avoir ça. Et puis surtout qu'on dit que tout, rien ne se perd, tout se crée. Hein. Enfin, autrement dit qu'on peut toujours recycler aussi une idée. On a peut-être juste mal écrite cette fois-là, mais qu'on y revient dans 2 mois, 3 mois, 6 mois. Puis là, on va trouver le bon angle, finalement. Donc, on se donne une chance. J'adore. C'est tellement intéressant de parler. Je pense que ça va être un podcast très populaire. Tellement déjà. Là. Bon, si je reviens dans mes chansons. Oh là 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 là. Oui. Ça, c'est ton idée. Tu sais, je t'avais envoyé une liste de tes questions, puis là, tu m'en as renvoyé une couple. Tu me dis, on pourrait parler des droits d'auteur. Puis ça, j'en ai parlé avec une couple d'artistes, puis même les artistes, c'est surtout des chanteurs que je recevais, je voulais qu'on l'explique, puis même les invités qui ont des chansons qui passent à la radio, ils sont un peu, je me rends compte, ils sont un peu perdus. Oui, mais parce que c'est super, c'est très complexe à comprendre. Moi, ça aussi m'a pris un petit peu de temps quand j'ai démarré. Puis en plus, tu vois, moi j'avais un manager, j'avais une maison de disques. Donc tu sais, on te tient loin de tout ça aussi. Oh oui, on est artiste, tout ça. Sauf que encore plus aujourd'hui, moi je conseille toujours aux jeunes artistes. Ok, apprenez c'est quoi les droits d'auteur. Apprenez à quoi vous avez droit, puis comment ça fonctionne. Donc c'est sûr. La première chose, donc, c'est quand on écrit et compose une chanson, mais ça
il faut absolument les inscrire à la SOCAN ou à la SACEM si on est en France, la SABAM si tu as des auditeurs belges, donc qui font que ça va protéger déjà la paternité ou la maternité de la chanson. Hein. Donc tu vas te déposer, puis tu vas dire c'est moi qui l'ai écrite. Voilà. Et ça, ensuite, ça va générer des droits. C'est ce qui va te permettre, quand ta chanson, justement, surtout aujourd'hui avec le numérique, hein, c'est beaucoup plus facile qu'il y a 20 ans en arrière. Aujourd'hui, les chansons ont des espèces de codes numériques à intégrer quand on les déclare, et puis elles sont repérées numériquement. Mais si je reviens au droit, donc une chanson que tu écris, elle va générer différents droits. Donc, le droit d'auteur qui est typiquement le droit que tu vas qui va être généré par tes passages radio, par tes passages télé, par les concerts, tout ce qui est diffusé en fait. Voilà, ça c'est un premier type de droit. Après il y a ce qu'on appelle, mais qui existe de moins en moins, le droit mécanique, qui à l'époque donc c'était sur les ventes de CD, mais qui va aussi, par exemple, quand et ça je vous le souhaite à tous, c'est d'avoir une chanson qui est utilisée pour un spot publicitaire, dans un film, dans une série télé. Bon, mais ça c'est un autre type de droit. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle vraiment le droit d'auteur. Mais après, effectivement, quand tu es chanteur, tu as le droit d'interprète, qui est encore autre chose, avec une autre association. Et si tu produis toi-même, ce qui est souvent le cas aujourd'hui, tu as le droit de producteur. Voilà. Donc tu vois, tu as accès à environ à 4 droits. Donc le droit d'auteur, c'est ce qu'on a dit au début. Puis les autres, on les appelle les droits voisins. Donc le droit de moi en tant qu'artiste chanteur et le droit de moi comme producteur. Voilà. Donc super important d'aller faire des recherches là-dessus, puis d'appeler aussi la SOCAN. Pour le Québec, on a parlé de la SPAC, donc SPACQ, qui est la Société professionnelle des auteurs-compositeurs du Québec, qui eux peuvent vraiment nous aider à comprendre tout ça, aussi pour les contrats, ils ont un service d'avocat gratuit, des services de consultation, il y a beaucoup de formations. Donc moi j'encourage beaucoup les artistes à se former. Puis aujourd'hui, on a tous les défis du numérique, du streaming. Donc oui, c'est bien de savoir combien te rapporte tant d'écoutes sur Spotify versus tant d'écoutes sur YouTube. Est-ce que tu les connais, les chiffres? Par exemple, si tu es juste le parolier, donc c'est quoi, tu as 50% des droits d'auteur automatiquement? Ouais, c'est ça, c'est 50% du droit d'auteur, mais j'ai pas le droit d'interprète, évidemment, et pas le droit de producteur. Et puis après, c'est très dur de répondre à cette question, parce que voilà, ça va dépendre du minutage, ça va dépendre du nombre d'abonnés. Mais on sait, Spotify sont ceux qui payent le moins, on parle de 0,001, un truc comme ça, par écoute. C'est n'importe quoi. Donc, par écoute, donc à être divisé entre les auteurs, les compositeurs, les interprètes. Alors quand tu fais tout toi-même, ça va. Mais quand t'es... Je fais tout moi-même, mais ça va pas vraiment. Mais voilà, c'est pas avec 0,001 qu'on va y arriver. Je pense 0,03, 1, ça c'est ça. Ça dépend de quelle plateforme. YouTube, je sais que c'est une de celles qui paye le mieux. Mais après, il y a Bandcamp, puis il y a d'autres alternatives aussi. Mais c'est sûr, aujourd'hui, il faut miser sur autre chose que sur les droits d'exécution. Ça, c'est clair. D'ailleurs, là, on se parle, on est le 30 janvier, puis demain, le 31 janvier, c'est mon lancement d'album que je disais en parenthèse, lancement indie, parce qu'il n'y a pas d'album physique et ce sera pas sur les plateformes encore. Donc, toutes les chansons sont composées, mais c'est moi, mon idée, parce que, comme tu dis, il faut être inventif, parce que ça n'a pas de bon sens à quel point ça paye pas les plateformes. Il y a vraiment un problème. Puis là, avec l'intelligence artificielle, en plus, qui fait des chansons, qui fait diminuer le quota de paiement, en tout cas, c'est vraiment terrible. On s'en reparlera, mais moi, je pense sortir mon album seulement sur mon site web, en vente numérique, ou sur Bandcamp, qui est un autre site de musique indépendante, pendant un bon bout, jusqu'à temps que j'ai atteint j'ai un objectif de 10 000 pour ma part. On est rendu à 2 000. J'ai pas fait beaucoup de promos pour la prévente, donc je lance ça bientôt. Puis, pour payer éventuellement tracker radio, puis la promo, parce que ça aussi, j'imagine, vu que tu étais avec des labels, est-ce que tu savais tout le budget qui
que les maisons de disques allouaient à ça? Oui, ou... oui. Là, tu le sais Non, maintenant. je le savais quand même à l'époque par mon manager qui me disait, bon, on va avoir tant. Mais pareil, c'est sûr que les sommes qu'on mettait il y a 10-15 ans sont pas du tout les mêmes qu'aujourd'hui. Parce que malgré tout, à l'époque, il y avait encore des ventes. Quand j'ai commencé ma carrière de parolier et même d'interprète, il y avait encore des ventes, même si ça commençait tranquillement à descendre. Mais tu l'as dit au début de ma bio, moi j'ai eu la chance d'avoir écrit sur des albums qui ont vendu 1 million en France. Aujourd'hui, ça serait plus possible. Même les grandes stars en France, si elles font 50, 60 000 copies, on est content, quoi. Puis au Québec, tu fais 10 000 copies, c'est comme c'est fou. Donc, oui, c'est ça, 10 000. Alors, mais pour revenir à ce que tu disais, et à toi, à ton projet, Bandcamp, je pense qu'effectivement, c'est une bonne chose. Par contre, comment il faut voir les Spotify de ce monde et les YouTube, c'est comme des outils promotionnels pour que des radios s'intéressent à toi, des diffuseurs s'intéressent à toi, ou que tes tunes soient reprises dans un TikTok, dans des pubs. Donc c'est aussi un peu comme ça qu'il faut le voir, parce que je dis pas qu'on gagnera jamais le combat contre ce qu'on appelle les GAFA, contre tous ces géants-là, Amazon et compagnie, mais il faut voir ça comme un tremplin. Voilà. Pour l'instant, en tout cas. Pour l'instant, on n'a pas le choix. Donc, le voir comme ça. Mais malgré tout, je pense que tu as une bonne stratégie de dire, OK, je vais d'abord y aller comme ça et ensuite, je le mettrai disponible. Voilà. Monétiser. Moi, je pense que je vais même y aller une chanson à la fois. Absolument. Chanson à la fois. Puis après, à date, il y a 7-8 chansons sur mon album. Donc, à la fin, la 7e, ça va tout être regroupé en tant qu'album. On appelle ça la stratégie Waterfall. Okay. Chute d'eau. Cascade. En cascade. Ouais, en cascade. En cascade, oui, c'est ça, en cascade. J'ai déjà entendu ça. C'est ça. Ouais, fait qu'on va tester ça, je t'en reparle. Ouais. Puis, je sais pas si tu connais, si on peut en parler dans ton blog, au pire tu couperas. Il y a une plateforme qui s'appelle Groover aussi, G-R-O. Voilà. Ouais. Et ça, on néglige beaucoup, mais on parle de toi dans des blogs, ça fait du référencement. Après, petit à petit, donc sur Google, sur ceci, cela. Donc, il ne faut pas négliger aussi d'investir un petit peu d'argent sur des plateformes comme Groover et que tu envoies ta tune, c'est ça, à des blogs spécialisés, à des radios en Belgique, des petites radios. Si tu chantes en français, même en anglais, là, peu importe. Mais voilà, tu sais, il y a plein de radios communautaires, universitaires, collégiales qui sont quand même beaucoup écoutées et qu'on néglige complètement. Parce que, voilà, elles montent juste aux grosses radios. Ouais. Alors que souvent, le succès, c'est comme une lame de fond. On parle, je me rappelle, c'est des Cowboys Fringants à l'époque, où mes aïeux, avec une de leurs chansons qui avait très bien marché, là, mon arrière-grand-père. Des générations, écoute, pendant 1 an, les radios leur disaient non. Non, vous n'êtes pas au format, vous n'êtes pas ci, vous n'êtes pas ça. Mais à force de le faire en show, à force que les radios universitaires, communautaires la passent, les grandes radios ont fini par embarquer parce qu'ils n'avaient plus le choix. Voilà. C'était demandé. C'est là, il faut créer une lame de fond et puis il faut que ce soit ce que tu arrives à faire. Moi, je dis, moi j'adore ce que tu fais. C'est hyper catchy, puis tu as tout ce qu'il faut pour y arriver. Mais après, c'est effectivement mettre en place la bonne stratégie. Mais si la recette miracle elle existait, c'est sûr, on ferait tous, puis on ferait que des hits. Ouais, non, c'est ça, exact. C'est sûr qu'il y a quand même une partie de chance, de timing, que l'audience à qui tu veux t'adresser soit à l'écoute aussi. Des fois. My God, je me suis échappée, mais c'était vraiment très intéressant. Avec les droits d'auteur, s'informer. Ah oui, petite question, juste pour revenir sur le droit d'auteur. Si, par exemple, tu fais une session d'écriture de chansons, songwriting session pour un artiste. Par exemple, j'ai une chanteuse, elle chante vraiment bien, elle n'est pas vraiment capable d'écrire ses chansons, je l'invite à mon studio. Puis là, j'ai dit, OK, aujourd'hui, on va faire une tune pour toi. Tu sais, si l'artiste donne un peu d'idées, mais que c'est moyen, puis finalement, tu te ramasses à écrire pas mal toute la chanson, musique et paroles, comment tu divises les droits d'auteur? Moi, ça, c'est quelque chose, je conseille toujours de l'établir avant de commencer à écrire. Avant, peu importe ce qui va arriver. Parce que il y a un concept aussi qui échappe beaucoup aux gens. C'est, je peux te dire, j'ai une idée, je veux parler d'une hirondelle en hiver. C'est mon idée. Mais je ne l'écris pas. Je ne l'ai pas écrite. C'est toi qui vas l'écrire, mon hirondelle en hiver.
ben c'est toi qui vas avoir le droit d'auteur. Parce qu'une idée n'existe que lorsqu'on a écrit, qu'on a vraiment couché sur du papier. Donc si c'est juste, je te donne une idée, c'est ça, de thème, mais que toi, c'est pas toi qui va faire les phrases, qui va vraiment tout mettre ça, c'est à toi le droit d'auteur. Normalement. Si l'artiste est famous, il peut te dire, ok, moi j'arrive avec une idée, c'est-à-dire que tu as plein de cas de figure. Il va te dire, écoute, voilà, moi j'ai telle idée, j'ai écrit 3-4 phrases, fais-en ce que tu veux. Ça m'arrive souvent. Mais par contre, je vais prendre 10%, 15%. C'est des choses à régler dès le début. Dépendamment de est-ce que l'artiste est déjà connu, c'est quoi toi l'apport que tu vas amener aussi, parce que tu amènes une expertise, tu amènes une compétence quelque part. Que si l'artiste ne venait pas te chercher pour écrire, il n'y en aurait pas de chanson. Ouais, donc, puis l'artiste va avoir son droit d'interprète, si le produit va avoir son droit de producteur, de production, donc il y a aussi tout ça qu'il faut mettre dans la balance. Puis tu vois, même dans les songwriting, ce qui peut aussi arriver, c'est que toi, comme autrice-compositrice, tu demandes un cachet d'écriture. Parce que là aussi, c'est bien beau de dire je prends 10%, 15%, et puis toi, ou je te donne toute ta part d'auteur-compositeur. Mais qui dit que la chanson, elle va te rapporter de l'argent? Rien. Donc tu auras passé 4-5 heures à écrire, probablement à gosser, à faire du studio et tout ça, si tu sais toi-même enregistrer, pour 0 $. Donc il y a ça aussi qui Fait que peut-être mieux commencer à écrire ces 200 chansons pour soi-même. Disons que quand on t'approche, admettons pour écrire une chanson, aussi, donc comme tu dis un songwriting, donc il faut que ce soit clair, que les rôles soient clairs dès le début, quoi. Voilà. Ok. Ouais. Est-ce que j'écris, est-ce que j'écris pas, est-ce que la personne écrit ou pas. Et encore une fois, une idée ne rapporte pas de droit d'auteur. Ce qui rapporte du droit d'auteur, c'est la concrétisation de l'idée. Donc, que ce soit un film, un livre, une chanson, tu peux me donner un titre, ça ne veut pas dire parce que tu me donnes le titre que je dois te donner des droits. C'est comme ça. Ouais, c'est bon. Puis, concernant la mélodie, je me souviens que je m'obstinais. Des fois, j'avais des beatmakers qui me donnaient un beat. C'était comme, OK, là, fais mélodie, parole, tu sais, tout, dans le fond, fais la chanson, puis moi, j'ai juste fait le beat en arrière. Puis là, ils voulaient 50%. Puis là, dans ma tête, j'étais comme, mais non, parce que moi, déjà, 50%, c'est juste les paroles. Exact. Mais là, moi, j'ai fait des mélodies, j'ai fait des hooks. Fait que moi, dans ma tête, j'avais 75% parce que j'avais 50% de la musique. Puis, il y avait... Mais là, tu sais, ça faisait des frictions, puis tu sais, justement, on l'a pas dit au début. Fait que là, moi, j'arrive, tout est enregistré, prêt à sortir, puis là... Comment tu verrais ça, parce que je sais que Gaëlle, qui est l'autre coach avec qui tu donnais la formation, il me semble qu'elle avait dit que le beat ou la production, c'est juste de l'arrangement. C'est pas ça la chanson. C'est de l'arrangement. Alors, après, dépendamment des pays, la perception change. Voilà. Je sais qu'aux États-Unis, ils pensent pas de la même façon qu'au Canada, et puis le Canada en France, ils pensent pas de la même façon non plus. En France, d'entrée de jeu, la personne va prendre 10% pour les arrangements, mais seulement 10%. Okay. Si c'est un arrangeur bien connu, tu peux monter à 15%. Donc ça, c'est en France. Wow. On peut voir ça quand même aussi souvent au Québec. Mais je sais qu'aux États-Unis, c'est plus complexe. Eux, ils sont 10 dans une pièce, mais ils divisent tout en 10, quoi. Même s'il y en a un qui a dit 2 mots, il va avoir son... L'autre a juste donné du café. J'ai entendu cette histoire-là. Le gars qui avait donné le café à tout le monde avait un pourcentage. J'étais dans les c'est fou, là. C'est pour ça que souvent aux États-Unis, quand tu regardes le crédit des chansons, t'as 12 personnes, quoi. C'est n'importe quoi. Mais en même temps, ils ont un marché, c'est différent. Mais, en tout cas, pour le Québec ou pour la France, moi je pense que l'Europe, on va dire ça comme ça, 10-15%, je trouve que c'est très 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 honorable déjà. Pour l'arrangement, et la production musicale. Voilà. Non, mon Dieu. Toutes mes productions, ils prennent toutes. Non. Il faudrait que je révise ça pour moi. C'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop, là. C'est beaucoup trop. Ouais. Puis je regardais ça, puis
des fois, je fais des petits spectacles en ligne, version acoustique de mes chansons que j'ai écrites avec d'autres producers. Puis là, je change les accords des fois, puis mais reste que la chanson est là encore. Puis là, je me dis, OK, c'est vraiment... La chanson, c'est pas la production. C'est la mélodie et les paroles. C'est la mélodie et les paroles. C'est ça qui fait vraiment une chanson. Donc ça, c'est important qu'on mette ça au clair. Oui, très. Ouais, et puis, comme je t'ai dit, pour le futur, si tu retravailles avec des producteurs qui te font des beatmakers. En plus, souvent, il y a aussi ce qu'on appelle le buy-out. Je sais pas si tu as déjà entendu parler. Le buy-out. Parce que oui, comme tu l'achètes, par exemple, quand tu ton beat à 500 $. C'est ça, et puis après tu l'utilises comme tu veux. Ça, c'est quand même de plus en plus fréquent aussi, qu'on te vende un beat, puis qu'après la personne se soit libérée des droits. Donc il y a ça aussi, parce que concrètement, comme on dit, l'âme de la chanson, c'est les paroles et la musique. Voilà. Après, c'est les habits. Donc, bon, mais au moins, ça, c'est un peu plus clair. Donc, si jamais vous êtes un beatmaker... ça écoutez bien. Mais est-ce que, par exemple, il pourrait reprendre des droits, par exemple, en tant que producteur, vu que, par exemple, je sais pas moi, le beatmaker, on est dans son studio, on utilise son équipement, on enregistre avec son micro. C'est un peu comme si lui avait payé la session d'enregistrement. Ouais, alors ça c'est vrai qu'on voit souvent ça aussi, les réalisateurs, les producteurs, qui vont demander effectivement un pourcentage sur ce qu'on appelle la bande maîtresse, les masters en bon français. Donc effectivement, parce que ça va être dans son studio, ça va être lui l'ingénieur du son, qui va faire le mix, etc. C'est une pratique courante, ça c'est vrai. Mais là, on n'est pas sur le droit d'auteur en tant que tel, on est sur les fameux droits voisins dont on parlait tout à l'heure, donc sur la bande maîtresse, les droits du producteur. Voilà. Donc, mais là, c'est pareil, on dit qu'on fait une négociation de gré à gré, donc c'est-à-dire c'est vraiment en fonction de l'expérience, du renom de ton réalisateur. Mais c'est vrai que souvent, pareil, ça va être 5, 10, 15%. Là, ça va vraiment, ça va varier. Là. Mais j'en connais qui montent à 25, mais pour monter à 25%, il faut quand même que tu aies un gros nom. Là. En tant que ouais. Oui. OK. Mais ça, mettons, le producteur, il a vraiment payé tout. Il a payé l'ingénieur pour mixer, masteriser. C'est là où ça peut aller plus haut. Ouais, c'est ça, parce qu'il vient vraiment coproducteur. Comme voilà. Le coproducteur, ouais. Ça. Mais si, admettons, je te dis n'importe quoi, tu loues un studio et dans ce studio, tu amènes un producteur qui quand même lui va s'occuper de tout ceci, cela, il peut quand même malgré tout te demander un 5-10% sur la bande maîtresse. Voilà. Ouais, juste pour le temps qui a été là et qui a travaillé parce qu'il estime qu'il fait partie du succès de l'album. Voilà. En plus, là on parle en plus des points, il peut aussi te demander des points sur les arrangements. Hein. C'est encore d'autres choses. Là. C'est pas les mêmes droits. 10-15%. Ouais, c'est ça. Ça devient complexe. On devrait faire un atelier juste sur les droits de toutes les sortes de droits, avec des petits dessins. Ouais, c'est ça. Des pointes de tarte. Des PowerPoint. Ouais, c'est ça. Mais ça commence à faire du sens. En tout cas, pour moi, j'espère que pour les auditeurs, si vous avez écouté tous les podcasts, on en parle de différents angles, tout bord, tout côté. OK, fait ça fait, mine de rien, ça fait 1h05 qu'on jase. On est bavard, hein? J'adore ça. Ça va s'écouter comme du beurre. Je sais pas si ça s'écoute du beurre, mais... En tout cas, ça glisse bien dans les oreilles, ça c'est sûr. Ça glisse bien dans les oreilles. Fait un sujet que je voulais aborder avec toi parce qu'on blaguait un peu là-dessus en novembre. Penses-tu que l'intelligence artificielle va remplacer un jour les auteurs-compositeurs et même les interprètes? Parce qu'il y a aussi, j'ai vu ça, des plugins. Tu rentres ta mélodie au piano, puis tu sélectionnes ta chanteuse, tu mets les mots, puis ça sonne comme un humain. C'est assez... Écoute, qu'est-ce que t'en penses de ça? J'ai entendu une théorie qui m'a quand même pas mal plu, parce que on peut pas échapper à l'évolution de l'intelligence artificielle qui est de plus en plus rapide dans tous les secteurs. Et c'est sûr que aujourd'hui, il y a des compétences qui sont très fortes et qui vont être encore plus fortes. Pour l'instant, je trouve qu'au niveau musical, ça va, ça le fait bien. Au niveau des paroles, souvent, je trouve ça manque d'âme. On sent l'automatisme et tout. Mais il y a un artiste qui disait,
Donc déjà de un, le voir comme un outil complémentaire à soi, mais qu'il y aura probablement effectivement des artistes issus de l'intelligence artificielle qui feront carrière, mais qu'il y aura quand même encore des artistes organiques. Puis là on parle en 5-10 ans, voilà, voilà, qu'on écoutera de la musique qui vient autant de l'intelligence artificielle que de la musique de gens qui seront encore des compositeurs au piano, des guitaristes, ceci, cela. Voilà. Et ceux qui vont faire appel surtout à l'intelligence artificielle, bon, ben c'est des gens qui ont des idées, mais qui ont peut-être pas les compétences pour chanter, ou qui savent pas jouer d'instruments, de choses comme ça, tu vois, mais qui vont, par exemple, dans Suno.ai, est-ce que tu connais ça? SUNO. Non, moi j'essaie d'obtenir loin. Ben, c'est assez impressionnant, là, tu mets un texte, admettons, ou même, il peut te générer du texte, mais moi je me suis amusé à aller mettre des textes et puis qu'il me fasse une chanson dans tel genre, mais c'est bluffant, quoi. Et on en est qu'au début. Donc, est-ce que ça va remplacer? Je sais pas, parce que je pense que les gens, ils aimeront quand même encore aller voir un artiste sur scène. Mais encore là, tu vois, on parle de ça, on s'affole, mais les Japonais, ça fait 10-15 ans, même plus que ça, ils ont une artiste, le nom m'échappe, c'est une artiste en image de synthèse, c'est un personnage de manga en 3D, un hologramme, merci, je cherchais le mot, mais qui remplit des salles, qui remplit des dizaines de milliers de personnes. Et ce show-là était venu au Centre Bell, mais il y a facilement plus de 10 ans. Il y avait des gens qui étaient allés. Oui, bien sûr, oui. C'est un personnage, en fait, ça c'est manga, le mot que je cherchais aussi. Donc, ça, c'est pas un personnage de manga. Mais tu sais, on sait qu'aujourd'hui, il y a déjà des influenceuses et des influenceurs qui sont juste créés par l'IA. Et qui ont des millions d'abonnés et des millions de vues. Alors voilà, je crois qu'il y aura de la place pour les uns et pour les autres, mais qu'on aura quand même toujours besoin d'un auteur, d'un compositeur, voilà. Après dans 100 ans, je sais pas. Mais pour les 10 prochaines années, en tout cas, j'espère que ça sera ça. Je crois que oui, quand même, qu'il y aura un équilibre qui va se faire naturellement. C'est fou parce que je sais quand la musique électronique, par exemple, elle est super populaire, mais les premières années, le fait que ce soit pas un vrai drum, que ce soit pas une vraie bass, que ce soit tout fait, la personne peut tout faire dans son ordinateur, c'était très critiqué, mais reste que c'était quand même un humain qui prenait toutes les décisions de mettre tout ensemble. C'était quand même pas d'intelligence artificielle, il y avait quand même un créateur en arrière. Donc là, je me dis, là, il y a même, il y a un créateur-ish. Il y a un prompteur, disons. Il y a quelqu'un qui fait un prompt. Il y a un prompteur. C'est ça, puis je me demande si les techniques de poésie, les techniques de chant, les techniques de la théorie musicale et tout. Tu sais, moi, quand j'étais enfant, j'avais des cours de théorie musicale, je connais toutes mes règles, toutes mes gammes par cœur. Tu sais, puis là, je me dis, là, ça sert déjà toutes les réponses sont sur Google, mais là, en plus, pourquoi je devrais savoir ma gamme si ma chanson est déjà terminée? Mais en même temps, il me semble que faire une œuvre d'art, tu disais au début, être acharné. Mais là, on enlève complètement l'acharnement. Oui, totalement, tout est tellement facile. Mais c'est instantané, mais j'ai l'impression que, par exemple, si moi, je décidais, OK, mon prochain album, je le fais complètement dans Suno. Bon, toutes mes chansons, je vais en faire 50 avec ça, puis je vais prendre les meilleures, puis ça va être ça mon spectacle. Puis je suis comme, comment je peux défendre? Il me semble que je vais pas réussir à habiter mes chansons, à pouvoir interpréter les chansons. C'est l'âme, c'est ça. Ce que je disais tout à l'heure. Pour l'instant, il n'y a pas d'âme, je trouve, dans ce qui est généré par l'intelligence artificielle, parce qu'on est dans l'imitation de ce qui existait déjà. C'est ça. On peut même plagier, peut-être. C'est ce que critiquent beaucoup les défenseurs du droit d'auteur. Ils disent que comme l'IA se forme à partir de tout ce qui existe déjà, ils disent, mais c'est issu de ça. Mais est-ce que c'est vrai? J'en sais rien, parce que là, on est dans un débat philosophique, éthique, là. Mais par exemple, je veux dire, toi ou moi, on crée comme on crée parce qu'on a aimé tel artiste, qui lui-même a aimé tel artiste, etc. Bon, l'IA, c'est ce qu'elle fait, aussi. Plus ou moins, bien sûr, on peut en discuter, comme je dis, c'est assez... éthique là, comme question, mais tout s'inspire de tout. Après, la question, c'est la question du droit d'auteur. Voilà. Est-ce qu'on reverse de l'argent, à qui, à quoi, comment, et comment on le fait? Ça, pour l'instant, c'est compliqué
à déterminer. Et puis, surtout les plateformes qui détiennent des intelligences artificielles, elles ne veulent rien savoir. Voilà. Puis là, j'ai vu que même sur Spotify, dans les grosses playlists de Spotify, qui rapportent le plus de streams, Spotify eux-mêmes commencent à mettre des artistes AI dans les grosses playlists pour diluer le profit à remettre aux vrais artistes. Ça, je savais pas, tu vois. Mais ça, j'ai lu ça il y a 2 jours. Puis là, je me dis, oh mon Dieu, faut que j'en parle à mon lancement d'album pour motiver les gens un peu à comme, on peut-tu revenir à t'écoutes un album que t'as acheté de quelqu'un que tu connais? En fait, ce que je pense, ce qu'on disait un peu tantôt, c'est que les gens, ils finiront toujours quand même par vouloir aller voir un artiste sur scène pour vivre ce moment magique de partage, quoi. Enfin, je sais pas, on s'est fait demander juste notre spectacle, on est plein de monde. Ah, est-ce que ça va être diffusé en ligne? Est-ce que je suis comme, mais voyons, on n'est plus en COVID, sortez vos fesses, allez dehors, puis allez. Ouais, c'est sûr. Les gens, on sort de moins en moins. C'est vrai. C'est vrai. Puis il y a une multiplicité qui est de plus en plus grande aussi de choix, donc ça aide pas. Et bon, voilà, alors, regarde, malgré tout, Taylor Swift, elle a quand même fait une tournée incroyable, il y a encore plein d'artistes à fond, parce que ce qu'on aime aussi vivre, c'est la communion quand même avec un artiste, être dans l'euphorie d'une salle de spectacle. Ça, j'ose espérer que ça va rester encore quelques années, quoi. Ça serait triste, sinon. Ouais, ça serait triste. Ça serait très triste. Ouais. Mais c'est aussi, je pense, s'attacher à l'artiste, pas juste ses chansons, mais sa personnalité. Oui, voilà. Puis son histoire. C'est une histoire, c'est ça. Ah là là, c'est un peu anxiogène, là, des fois, si on y pense beaucoup, mais je me raccroche, c'est peut-être une utopie, du déni, en me disant, bon, je pense quand même qu'il va toujours y avoir des vrais artistes qu'on va vouloir aller voir sur scène. L'âme, la chair, quoi, je veux dire. Ouais, c'est ça, exact. Ou au pire du pire des live streams que c'est par des humains. C'est par des humains. Mais en même temps, j'avoue qu'un live stream, ça pourrait être un AI maintenant qui répond à ton petit commentaire. Ah là là. Donc, on va finir sur une meilleure note. Essayons. En fait, tu l'as un peu répondu, mais mettons pas nécessairement rapport à l'intelligence artificielle, mais quelle est ta vision dans 5 ans, personnellement, et aussi pour l'industrie musicale au Québec? 5 ans, c'est pas si loin. Alors, j'aurais du mal à répondre pour l'industrie musicale parce que j'ai pas de boule de cristal et que je pense que peu de gens avaient vu venir le déferlement de l'intelligence artificielle, la rapidité de création. Et justement, on sait que ça progresse de plus en plus vite et de plus en plus de façon autonome. Donc, je veux espérer encore une fois, je reviens à ce que je disais, que dans 5 ans, on est quand même encore des artistes qui soient réels, humains, et qu'on ait envie de sortir, acheter un billet de concert pour aller les voir. Puis quant à moi, c'est sûr que continuer d'écrire et puis surtout continuer à faire des spectacles musicaux, donc des comédies musicales qu'on appelle, et puis dans le plus de pays possible. Voilà, donc que ça s'exporte en tout cas, parce que après voilà, il y a quand même, on sait qu'il y a des cultures qui consomment encore beaucoup la musique, les cultures latines, les cultures asiatiques, sont encore des gens qui sont hyper attachés. Donc il y a ça aussi, il faut faire attention de ne pas s'aveugler avec juste la vision occidentale des choses. Donc il faut penser aussi qu'il y a d'autres peuples qui continuent à consommer. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut qu'on chante en mandarin ou en japonais, mais pourquoi pas, grâce à l'IA justement. Non, je Écoute, ouais, c'est ça, j'en ai des petites apps, là, j'en ai une, c'est Captions, je peux parler dans une langue, après je fais mais moi, traduis-moi, puis j'ai la même voix, elle met un accent italien, un accent mandarin, c'est incroyable. Mais par rapport à ça, que les autres cultures consomment beaucoup de musique, en vrai, ça, personnellement, je l'avais remarqué il y a 10 ans, mon premier contrat, c'était en Asie. J'ai fait un band de cover, tu sais, les typiques 3 mois dans un hôtel 5 étoiles, puis on est dans le club. J'avais 20 ans. C'est une bonne expérience pour avoir 80 shows derrière la cravate en 3 mois. C'est bon. Tu sais, après avoir gradué. Puis j'en parlais à un de mes élèves qui, là, il a 22 ans, puis il est comme, mais moi aussi, je veux faire ça. Puis il habite plus loin.
il habite pas dans le centre de Montréal, il habite un peu plus loin. Il dit, je vais déménager au centre-ville de Montréal, puis je vais aller faire des bands comme ça. Puis j'ai dit, bro, il y en a pas vraiment de musique live à Montréal. Il y a pas ça. Il y a au Casino de Montréal, après, il y a quoi, le Bistrot Jojo, qu'il y a un chansonnier. Il y a pas beaucoup, des fois, des open mic, des soirées spéciales. La musique originale, ça, il y en a, mais comme, tu sais, des cover bands dans toutes les bars. Tu sais, comme à Nashville. Oui, c'est ça, il y a des tous les bars, c'est de la musique live. Mais c'est sûr que c'est aussi l'attrape touriste de Nashville d'avoir ça dans tous leurs bars. Mais en Asie, c'est ça, c'est la norme. Il faut qu'il y ait de la musique live dans le lobby, il faut qu'il y ait de la musique live dans le club, il faut qu'il y ait de la musique, tu sais. Ouais, puis tu vas en Amérique latine, dans plein des pays que j'ai pu visiter, là, puis je parle pas des resorts dans le sud, là. Au Costa Rica, au Mexique, en tout cas au Panama aussi, où j'ai eu la chance d'aller, la musique. À Cuba, malgré tout, hein, quand tu vas la capitale, la Havane, la musique, elle est partout, elle est à tous les coins de rue. C'est ça, dans les restaurants de la musique live, alors qu'ici, on n'en a pas autant. Ça fait que c'est vraiment, faut arrêter de juste penser. Je voulais juste rebondir sur ce que tu avais dit. Moi, ça m'avait vraiment frappé quand j'étais allée en Asie à 20 ans. Je me suis dit, oh mon Dieu, il y en a partout. Puis tout le monde est incroyablement bon. Puis je suis comme, mais voyons, c'est des spectacles de haute qualité, là, pendant que je suis en train de boire mon petit drink. Ça, on n'a pas conscience. C'est ça, là. C'est ça leur critère là-bas, parce que c'est vraiment des amateurs d'art vivant, disons. Écoute, on a pas mal fait le tour de... il me restait une question si je peux te déborder. Il n'y a aucun problème. Oui. Ouf. Oui, j'ai été dans le milieu, puis je sais pas pourquoi je l'ai skippé. Je l'ai passé. OK, dernière question. Vu que tu as été jury pour des concours de chant, des concours d'écriture, d'auteur-compositeur, puis ça, je pense que ça va en intéresser plusieurs. Quels sont les critères sur lesquels tu jugeais l'artiste et l'œuvre pour toi? Ou est-ce que c'est le concours qui avait des critères ou c'est toi t'en avais? Ok, alors moi c'est sûr, j'ai été jury une bonne dizaine d'années au Festival international de la chanson de Granby. C'est surtout celui que j'ai fait le plus, on va dire. Après, oui, j'en ai fait d'autres. Et c'est sûr que Granby, on cherche beaucoup la diversité musicale. Hein. Il ne faut pas que ce soit... Parce qu'il y a d'autres concours, comme par exemple ma première place des arts, qui sont un peu plus dans la vibe auteur, compositeur, interprète, un peu plus folk, un peu plus classique. On va dire ça comme ça, puis c'est pas du tout péjoratif là, quand je dis ça. Mais effectivement, il y a une vraie empreinte, on va dire. Tandis que Granby, ils essayent vraiment justement d'avoir autant du rap que du pop, que quelque chose d'un peu plus folk, d'un peu plus rock. Donc c'est ce que j'aimais beaucoup. Et on nous disait toujours de faire abstraction déjà de nos goûts personnels. Et ce qu'on regardait, c'était le potentiel. Alors quand on dit potentiel, on ne parle pas nécessairement de potentiel commercial. On parle de potentiel de carrière. Donc c'est-à-dire, est-ce que l'artiste est dans une assez grande maturité artistique et de lui-même pour débuter une carrière. Voilà. Pour avoir un agent, pour avoir un agent de spectacle, un manager, une maison de disques, parce que on le sait, Granby, c'est quand même un très beau tremplin. Voilà. Donc un des critères, je te dirais, c'est ça, c'était la maturité artistique que je regardais beaucoup, la qualité, évidemment, des chansons. Et puis, est-ce que scéniquement, ça peut vivre? Et encore plus aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de choses se passent sur la scène. Donc, comment l'artiste interagit quand ils font des auditions? Donc, c'est des auditions live au Festival de Granby. C'était pas mal ça, je te dirais. L'identité, il faut beaucoup développer. Moi, c'est sûr que ce que j'aime, c'est quand un artiste, on sent qu'il a réfléchi à son identité visuelle aussi. Voilà. Ça, j'avoue que c'est quelque chose à laquelle j'ai toujours fait attention. Comment tu te présentes à moi, à nous? Parce que par exemple, il y a des gens qui arrivent en audition. Les auditions de Granby, c'est en avril-mai souvent. Mais s'il fait chaud, ils vont arriver en petite gougou, enfin, tu vois, ils n'ont pas fait attention à leur tenue. Et c'est poche, un peu. Parce qu'un artiste, c'est aussi une identité visuelle. Alors, je dis pas qu'il faut que tu arrives costumé, maquillé, etc. Mais on appréciait toujours, par exemple, quand un band arrivait et que on voyait qu'il y avait une espèce d'image qui était déjà bien définie, ou qu'un artiste individuel arrive pareil, quoi. Oui, bien sûr, tu peux arriver comme tu es, mais après, il allait changer pour faire l'audition.
Voilà. Donc je dirais ça peut être quand même aussi un détail à ne pas négliger quand on fait des auditions, à pas prendre ça à la légère, dire j'y vais avec mon petit chandail quoi, de tous les jours. Sauf si évidemment tu veux être un artiste, je sais pas comment on peut dire, mais qui voilà, enfin, je sais pas, j'ai pas de mots qui me viennent tant que ça. Et c'est ça le voilà, branding, c'est ça le branding, tu vois, jeans. à Émile Bilodeau justement que j'ai vu en audition. Ben lui voilà, on sait que c'est le package, tu comprends? Voilà, donc c'est penser à ce genre de choses-là, à penser aussi à tes interventions entre les chansons. C'est très important comment tu t'adresses à un public aussi, à ton interaction. Ça ne veut pas dire que tu dois parler entre toutes tes chansons, mais pense à soigne tes présentations. Pas ce qu'on se disait toujours là les jurys. Hein. La prochaine chanson, je vais vous interpréter. Non, ça on veut pas ça. Ah, je sais. Au cégep, on perdait des points. Nous l'avait dit. Si vous dites prochaine non, chanson, ça non. On vous enlève des points. Tu nous mets en situation, tu prépares quelque chose qui fait une transition, mais pas la prochaine chanson s'appelle. Voilà. Donc ça, c'est des petites choses qui vont donner au jury l'indice que tu as travaillé ton audition et que si tu travailles ton audition, ben, tu vas faire des efforts conséquents en arrière pour ta carrière et que tu fais attention à différents aspects. Voilà. Donc ça, je dirais que ça, c'est pas mal les conseils que je donnerais. Et puis soigner ses textes, évidemment. Enfin, quand je dis soigner ses textes, c'est-à-dire le jury a des textes, hein, on lui donne des textes. Alors c'est pareil, si tu me donnes un texte et c'est bourré de fautes d'orthographe, là aussi, il y a des jurys qui sont plus piqués que d'autres et qui peuvent t'enlever des points en disant que tu n'as pas soigné ton texte. Là. Et puis, au jour d'aujourd'hui, avec justement toutes les applications qu'on a, ChatGPT, il n'y a pas d'excuse pour que tu nous amènes un texte bourré de fautes d'orthographe ou de grammaire. Il n'y en a pas. Non. Donc ça, c'est super important de soigner tout ça. Le détail. La justesse vocale. Oui, oui, elle est importante, c'est sûr. Après, on peut comprendre que dans un moment de track, et encore une fois, dans des conditions d'audition où tu as 3 jurys derrière une table qui t'écoutent, c'est pas évident. Donc le track peut faire... Mais ça, c'est toi qui, je suis sûr, peut donner les meilleurs conseils possibles en tant que coach de chant. Mais l'ancrage peut effectivement nous jouer des tours avec le track, parce qu'on est fébrile, on tremble. Et puis pour la petite anecdote quand même, en 1999, ça nous ramène à très loin, les 3/4 de tes auditeurs n'étaient pas nés, j'ai moi-même fait les auditions de Grimby, que j'ai chié totalement. Le track, j'ai même pas été retenu pour passer à l'étape suivante. Et je me suis jamais représenté d'ailleurs. Et l'ironie du sort a fait que je suis resté pendant 10 ans à faire le jury, à donner des ateliers, etc. Donc la vie, elle nous amène, voilà. Ça, c'est incroyable. Mais j'aurais aimé qu'on me dise, effectivement, qu'on me donne des conseils de comment gérer ma voix avec le track. Où est-ce que je peux aller me raccrocher, parce qu'effectivement, on perd nos appuis, on perd la bouche sèche, là, tu sais, la fameuse bouche sèche, là. Ouais. Qu'on entend dans le micro, ça aussi c'est terrible. Donc, une petite pincée de sel dans la bouche avant de monter sur scène. Je sais pas si tu sais que Céline, elle l'a souvent dit, avant de monter sur scène, elle croque des biscuits soda. Voilà. Oui. Parce que le sel fait saliver. Oui. Donc, juste avant de monter sur scène, un petit peu de quelque chose de salé, là, juste pour te récupérer ta salive. Je vais faire ça demain. Ouais. Donc ça, c'est c'est une bonne note pour finir, ça. C'est parfait, des bons conseils. On apprend au fil du temps, là, c'est sûr. Ouais, vraiment. Incroyable. Merci tellement. Merci à toi pour ton temps. Merci beaucoup pour l'invitation, c'était vraiment le fun. Et puis, je souhaite énormément de succès à ton podcast, déjà, qui continue à rejoindre de plus en plus de gens, c'est ce qu'on espère. Et toi, évidemment, que tu continues à nous proposer ton univers, des chansons, et puis bonne chance pour ton lancement, surtout. Donc, merci. Bonne chance pour ton gros lancement en mars. Oui, l'annonce. J'ai tellement hâte. Je sais pas si tu vas avoir des billets à l'avance. Moi, je veux être dans les premiers à avoir la main sur une paire de billets. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Super. Bon, on se revoit la prochaine fois. À bientôt. Bye.